Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'installation de VirtualBox ainsi que l'installation d'un système d'exploitation de type Ubuntu. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va télécharger notre logiciel VirtualBox. Alors je vais le faire sous Windows, mais vous pouvez le faire également sous Mac. Et ensuite on va installer notre premier système d'exploitation dans un environnement virtualisé avec Ubuntu. Donc c'est parti. Donc, ce qu'on va faire là, c'est on va aller sur le site de VirtualBox. Donc, le site s'appelle virtualbox.org. Et donc, ensuite, c'est très simple, vous allez sur la page d'accueil et vous allez télécharger le package VirtualBox. Donc, ici, c'est la version 6.1. Donc, vous avez une version pour Windows, une version pour les Mac OS X, une version si vous êtes déjà sous Linux et que vous voulez installer des machines virtuelles sous Linux. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est soit la version Windows, soit la version macOS, si vous êtes sur macOS. Donc c'est parti. Il y en a pour 100 mégas à peu près. Et ensuite, quand on a fini de télécharger, il faut juste lancer l'installateur. Voilà. C'est parti. Donc ça se présente de cette manière-là. Alors il vous faut installer l'ensemble des options qu'il vous propose. On verra après à quoi servent ces options-là. C'est parti. Alors bien sûr, il vous faut des droits administrateurs pour pouvoir installer cela. Alors l'avantage de VirtualBox, c'est que c'est un logiciel qui est totalement gratuit, hein, qui fonctionne sous Windows, sous Mac, donc qui est totalement gratuit. Alors il y en a d'autres, il y a d'autres types de logiciels comme ça pour faire de la virtualisation. Pourquoi on fait de la virtualisation? C'est surtout, si jamais on est sous Windows, de pouvoir s'exercer à faire du Linux ou de faire autre chose avec son ordinateur plutôt que d'avoir installé un double OS et donc, ou alors être tenté par le choix de soit Windows soit Linux. Donc là, l'avantage, c'est que si vous avez une machine assez puissante, vous pouvez installer Linux sur votre ordinateur, donc en mode virtualisé. Donc là, c'est terminé et on peut démarrer VirtualBox. Donc sachez que si votre machine n'est pas assez puissante, il y a quand même moyen de lancer, mais ça risque juste d'être un peu lent. Voilà. Donc les prérequis pour utiliser VirtualBox, c'est d'avoir le microprocesseur qui soit virtualisable. Donc on peut instancier donc, plusieurs CPU de votre ordinateur. Donc on va le voir. Donc on va démarrer VirtualBox maintenant. Donc c'est très simple, ça s'accompagne d'un écran d'accueil. Sous Windows et sous Linux, sous Mac, hein, l'écran est légèrement différent, mais normalement vous devriez pouvoir vous y retrouver. Donc normalement vous n'avez pas la première machine virtuelle. Moi c'est une machine virtuelle avec laquelle je travaille, donc je travaille déjà, donc du coup c'est normal qu'il y en ait déjà une. Mais on va installer notre première machine virtuelle, donc qu'on va travailler ensemble. Donc pour ce faire, il faut déjà aller télécharger une image de Ubuntu. Donc Ubuntu, c'est quoi? C'est une distribution sous Linux, donc vous pouvez chercher sur Internet. Vous pouvez télécharger
ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger la version serveur. Donc vous avez plusieurs versions. Vous avez la version desktop qui inclut le bureau virtuel, comme si vous aviez votre bureau Windows, par exemple. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les lignes de commande essentiellement. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va télécharger la version Ubuntu Server, qui a plusieurs mérites, qui a le mérite, d'être beaucoup plus léger en termes de mémoire, de CPU, et deux, au moins, ce qu'on va faire tous ensemble, ça va être des lignes de commande essentiellement. On va apprendre à utiliser Ubuntu, mais dans l'ensemble, ce sera Linux. Et en fait, ça ne vous rendra pas dépendant d'un écran ou d'une interface graphique. Donc, j'étais là. Et là, vous allez télécharger Ubuntu. Tac, serveur. Voilà. Donc, option 1, multipass. Bon, c'est pour Mac. Option 2 ou option 3. Alors moi, généralement, j'utilise l'option 1. Ça marche normalement. Voilà, on y arrive. Alors, ça, c'est multipass. Donc, c'est un système qui est déjà tout fait pour vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Sinon, si vous voulez, vous pouvez regarder ce que font l'option 2 et l'option 3. Donc, on va utiliser l'option 3. L'option 3, c'est quoi? C'est l'installation de manière professionnelle. Donc, ça n'existe que depuis la version 20.04. En fait, vous avez toujours pu avoir l'ISO, mais l'option 1 et l'option 2 sont récentes. Donc, vous aurez l'occasion de voir ultérieurement à quoi ça va servir. Donc, c'est l'option 3, et on va télécharger l'image du serveur Ubuntu. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans VirtualBox, et on va faire nouvelle machine. Donc, pour nous, ce sera une machine de type Ubuntu, par exemple. Ubuntu, je vais l'appeler Ubuntu 01. On verra qu'on pourra avoir plusieurs machines virtuelles qui fonctionnent en même temps sur notre machine. Vous pouvez dire où est-ce que vous voulez enregistrer votre machine virtuelle. Là, en l'occurrence, ce sera dans mon home et dans un sous-répertoire qui s'appelle VirtualBox VM, mais vous pouvez le mettre n'importe où, ou presque, parce que vous ne pouvez pas mettre, par exemple, à la racine d'un disque dur, par exemple. Ça ne marche pas. Lui, il ne va pas vous le bloquer, mais vous allez voir que vous allez être vite bloqué à l'usage, parce qu'en fait, votre racine, donc le lecteur C ou le lecteur D, quand vous l'installez à la racine, vous allez voir qu'il va y avoir des problèmes de privilèges, où il n'y a pas vous n'avez pas les droits pour le faire. Type, bien entendu, c'est Linux. Version, c'est Ubuntu 64 bits, sachant que vous avez donc 64 ou 32 bits, ça dépend de l'architecture de votre ordinateur, mais généralement c'est 64 bits. Et quand c'est OK, vous faites suivant. Là, il vous demande quelle est la mémoire, la RAM que vous voulez affecter à votre machine virtuelle. Donc 1 giga, ça doit plutôt fonctionner. Après, moi, généralement, je mets 2 gigas. Vous pouvez mettre 1 giga si jamais vous êtes ric-rac déjà. Et ensuite, on va créer un disque dur. Alors, le disque dur, c'est quoi? C'est que vous allez affecter un espace disque de votre disque dur dédié à votre machine Ubuntu. Donc là, on va créer le fichier de disque dur tout de suite. Et en fait, vous avez plusieurs types de fichiers de disque dur. Je ne vais pas m'attarder dessus. Si jamais vous avez un peu de temps et que ça vous intéresse,
vous pouvez vous renseigner, regarder dans une doc de VirtualBox quelles sont les différences entre ces trois-là. Essentiellement, c'est des possibilités de compatibilité entre plusieurs gestionnaires de machines, d'autres types que VirtualBox, où des fois, vous avez aussi des gains de performance selon les uns et les autres. Bon, on ne va pas s'attarder dessus. Vous avez aussi la possibilité de dire soit vous voulez que ce soit dynamiquement alloué, soit de taille fixe. Alors la différence c'est quoi? C'est que lorsque vous dites que c'est dynamiquement alloué, par exemple vous allez dire je vais réserver 10 Go, mais en fait dans la réalité ça ne prendra pas 10 Go tout de suite dans votre ordinateur, ça vous prendra l'espace que ça voudra. Mais par contre, une fois que vous aurez atteint les 10 Go, votre machine virtuelle ne prendra pas plus que 10 Go. Tandis que taille fixe, vous pouvez mettre taille fixe, mais normalement, les 10 Go, ils sont déjà pris tout de suite. Donc voilà, donc c'est pas... bon, ça dépend des gens en fait. Généralement, moi je préconise taille fixe. Après, vous pouvez, si vous êtes ric-rac en termes de disque dur, vous pouvez mettre dynamiquement alloué, ça fonctionne très bien. Suivant. Et donc après, vous mettez où est-ce que vous voulez stocker votre disque dur. Donc voilà, donc là, on a dit 10 Go et on va créer tel quel. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va juste regarder un peu la configuration qu'il y a pour une machine virtuelle. Donc je clique sur configuration. Donc une machine virtuelle, c'est quoi? C'est comme un ordinateur. C'est un ordinateur qui est virtuel, donc qui dispose de plusieurs périphériques. Par exemple, la mémoire, on l'a vu. Un lecteur de disquette, bon, ça n'existe plus trop maintenant, on peut enlever. Vous avez un lecteur de CD virtuel, un disque dur virtuel, c'est celui qu'on a instancié tout à l'heure. Je ne vais pas trop m'attarder sur les options qu'il y a ici, mais en fait, c'est selon si vous faites des choses un petit peu précises, vous allez avoir besoin d'un système de souris un peu différent ou des fonctionnalités de BIOS qui sont un peu personnalisées. Mais moi, je vous préconise pour ce qu'on fait, en tout cas, vous n'êtes pas obligé de tout y toucher. Les processeurs, c'est le nombre de CPU, donc le nombre de cœurs que vous voulez attribuer à votre CPU, les ressources de CPU que vous voulez affecter. Et ça, c'est pour dire qu'on fait de la paravirtualisation, donc de la virtualisation logicielle ou matérielle. Vous pouvez aussi définir les options vidéo de votre machine virtuelle, donc la mémoire de la carte graphique, le nombre d'écrans que vous allez avoir besoin. Donc a priori, vous pourrez utiliser plusieurs écrans si jamais vous en voulez plusieurs. Mais attention, quand vous regardez en bas, possiblement, il vous faudra plus de mémoire. Donc voilà, donc là par exemple, il me dit il faut un peu plus de mémoire pour que ça se passe bien. Donc si jamais je veux 2 écrans, il faut que j'augmente la mémoire qui est en face, la mémoire de la carte graphique. Mais autrement, je peux très bien dire, voilà, pour l'instant, voilà, je mets 11 mégas. Bureau à distance, c'est pour si vous avez besoin d'accéder dessus à un moment donné ou pas. Enregistrement, c'est si jamais vous voulez faire des captures d'écran de ce que vous faites dans votre machine virtuelle. Donc c'est quelques gadgets qui sont assez sympas. Les stockages, on va venir tout à l'heure dessus. La carte son, c'est de dire, voilà, vous activez la carte son ou pas, parce que le son qui sort de votre machine virtuelle peut remonter sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer 4 cartes réseau sur votre machine virtuelle. On reviendra évidemment dessus
dans un cours qui va suivre, vous avez la possibilité de mettre des ports série, mais là, ça ne va pas être forcément très utile. Et vous pouvez attacher aussi des périphériques USB, si jamais vous en avez et que vous voulez qu'ils traversent votre ordinateur pour aller dans la machine virtuelle. Les dossiers partagés, c'est si jamais vous avez des dossiers, par exemple, dans votre Windows, dans votre Mac, et que vous voulez que ce soit accessible par la machine virtuelle. Donc, c'est pareil, on pourra éventuellement regarder à l'occasion. Il y a un avantage, c'est que si vous faites des dossiers partagés comme ça, ça vous évite d'avoir un lecteur réseau, un lecteur spécial avec du stockage dans votre machine virtuelle, plus le stockage de votre machine Windows. Vous mutualisez certains dossiers à votre ordinateur hôte et à votre serveur client. Et là, vous avez d'autres interfaces utilisateurs, mais là, on n'a pas besoin forcément d'entrer dedans. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a téléchargé, vous voyez, un ISO, donc une image de Ubuntu 20.04. On va installer donc cet Ubuntu-là dans notre machine virtuelle. Et pour cela, on va aller donc, sur notre contrôleur IDE. Vous voyez, vous avez le lecteur CD. Et donc, du coup, il faut attacher votre ISO dessus. Donc, par exemple, là, ce sera j'ai déjà un ISO déjà téléchargé. Après, vous pouvez choisir l'image directement dans vos fichiers de téléchargement. Donc, par exemple, si je veux faire là, rapidement, hop. Donc là, j'ai choisi le live server 20.04. Je vais faire choisir. OK. Et maintenant, je vais démarrer la machine virtuelle. Donc, il va mettre quelques secondes avant de se lancer. Mais après, une fois que c'est lancé, vous allez voir que vous allez pouvoir installer votre Ubuntu. Donc, généralement, votre Ubuntu va charger ce qu'on appelle un live CD. Donc, c'est une version déjà fonctionnelle donc, sur votre CD, donc sur votre CD virtuel. Donc, là, une fois que ça va finir de démarrer, on va pouvoir accéder à notre bureau sur le CD. Sauf qu'on ne va pas l'utiliser, on va installer directement le système dans notre ordinateur. Alors, ça fait assez barbare déjà dès le début, mais ne vous inquiétez pas, on y va. Donc, bien évidemment, je vais mettre la langue, je vais mettre français. Vous avez deux options ici. Donc, jouer avec le clavier, hein. Update to the new installer ou continue without updating. Si vous faites ça, vous l'installez tel qu'il existe sur votre CD. Sinon, il va essayer d'aller sur Internet et il va installer la dernière mise à jour. Bon, peu importe, dans la réalité, on verra après comment on va faire pour faire une mise à jour de notre système. Donc, je vais faire without updating. Ici, c'est très important de pouvoir
choisir votre clavier. Voilà, donc soit vous faites identifier le clavier, ou soit vous allez là, et puis vous cherchez directement votre clavier. Si vous êtes sous Mac, moi je vous conseille de tester les variantes. La variante Mac, par exemple, vous permettra de mieux utiliser votre clavier normalement. Très bien, une fois que vous avez fait ça, on va continuer. Donc, l'ordinateur vous installe votre première connexion au réseau. Donc, c'est une connexion réseau, on va voir un peu plus tard, mais qui va vous permettre de sortir sur l'Internet. D'accord? Donc, si on reprend les paramètres, c'est ici, c'est le NAT, c'est ce qu'on appelle le NAT. Donc, c'est l'interface réseau qui vous permet d'aller sur Internet. Si toutefois votre ordinateur est sur Internet, bien sûr. Donc, il y a un serveur DHCP qui est intégré également dans VirtualBox. Donc, vous le voyez ici, donc avec une adresse IP en 10.0.2.15. Donc, c'est votre ordinateur qui lui donne cette adresse IP-là. Il peut donner un .2, .3, et c'est assez aléatoire. Mais à chaque fois, c'est lui qui va vous affecter à votre adresse IP. Une fois que c'est OK, vous faites terminer. Je n'ai pas de serveur de proxy, donc je vais faire continuer. Là, je vais tout laisser par défaut. Là, pareil, on va demander où est-ce qu'on va installer donc notre Ubuntu. Donc là, ce sera sur notre disque dur qui fait 10 Go. Terminé. Et je fais terminer pour lancer le formatage de mon disque dur virtuel. Il vous dit, voilà, ça va supprimer, ça va effacer des données. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, c'est les données de votre disque dur virtuel qui vont être supprimées. Ce n'est pas votre Windows qui sera supprimé. En attendant, vous pouvez dire votre nom. Vous pouvez donner un nom à votre machine. Par exemple, c'est donc Ubuntu 01, par exemple. Choisissez un nom d'utilisateur. Bon, je vais mettre Tedong. Choisir un mot de passe. Je vais mettre Toto. Mais vous choisissez votre mot de passe, bien sûr. Et terminé. Alors, on ne va pas installer OpenSSH Server parce que c'est intéressant pour moi de vous montrer comment on l'installe après. Terminé. Et là, j'utilise la tabulation pour aller en bas. Et je fais terminer, pareil. Et là, il est en train de prendre les fichiers qui sont dans le CD et d'installer le système. Ça va prendre quelques secondes, hein, normalement, c'est pas très long. Alors, sachez que si jamais vous avez activé l'option, par exemple, pour faire l'update donc pendant l'installation, évidemment, ça vous prendra un peu plus de temps. Donc là, comme j'ai décidé de l'installer tel quel, ça devrait être assez rapide parce qu'en fait, on installe la version Ubuntu, mais vraiment version serveur, sans aucune interface graphique avec. Donc à la fin, il installe ce qu'on appelle le kernel. Le kernel, c'est un peu c'est le noyau un peu de votre système, donc qui va ensuite piloter l'ensemble du système Ubuntu, Linux Ubuntu. À savoir que donc sous Linux, vous avez plusieurs distributions. Vous avez donc Ubuntu, qui est une des plus connues,
Vous avez un penchant un peu entreprise qui s'appelle Debian. Donc les packages que vous allez installer dans Ubuntu, généralement, vont de pair avec celles de Debian. Ensuite, vous avez d'autres distributions. Donc ce sont des regroupements de gens qui utilisent Linux, qui font ces packages. Par exemple, vous avez Red Hat. Donc Red Hat qui est un peu la référence dans le monde de l'entreprise. Et avec son penchant, pareil, un peu plus pour les petites entreprises, vous avez CentOS. Et pour le grand public, vous avez Fedora. Donc si vous avez Fedora, CentOS ou Red Hat, ce sont à peu près les mêmes packages, pareil. Et sinon, côté Debian, vous avez Debian et Ubuntu qui ont leur monde à eux. Et vous avez d'autres systèmes d'exploitation, donc d'autres types de Linux ou même de Unix. On a Unix, Linux est à base d'Unix, mais on ne verra pas forcément Unix tel qu'il est fait. Mais vous pouvez ensuite apprendre en tout cas à utiliser différents systèmes d'exploitation. Les lignes de commande sont à peu près les mêmes, la base est à peu près la même, mais la façon, par exemple, d'installer des packages est un peu différente, la gestion de la sécurité est un peu différente, etc. etc. Mais par contre, si jamais vous voulez dédier, donc vous dédiez en tout cas à une carrière d'admin système, vous devrez donc apprendre à connaître l'ensemble de des différences en tout cas, et apprendre à les manipuler au fur et à mesure. Donc voilà, donc là il est terminé. Il vous dit, voilà, si jamais je souhaite, je le laisse tranquille, il va faire sa mise à jour. Sinon, je lui dis d'arrêter de la mise à jour et puis je dis que je vais redémarrer. Donc là, j'ai annulé la mise à jour. Vous avez la possibilité de voir le log complet, si vous voulez. Et bon, aucun intérêt particulier à regarder les logs. En tout cas, quand ça fonctionne bien. Bon, il lui faut quand même quelques secondes pour annuler la mise à jour, parce qu'en fait, quand vous lancez la mise à jour, il faut qu'il aille sur Internet déjà pour mettre à jour sa liste de paquets, et ensuite commencer à faire la mise à jour. Sauf que vous ne pourrez pas interrompre comme ça, normalement, une mise à jour. Au moment où vous interrompez, il se dit « Ah, mais j'ai commencé à faire des choses, donc il faut que j'annule ce que je suis en train de faire pour nous redonner, en tout cas nous redonner la main, pour qu'on puisse redémarrer le serveur. » Voilà. Encore quelques secondes et on va pouvoir redémarrer notre serveur. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, il avait commencé déjà à faire des mises à jour. On peut le voir ici dans les premières lignes. Il fait unpacking et tout. Donc il avait commencé à faire des mises à jour. Donc comme il a déjà téléchargé, il va faire, j'imagine, les mises à jour des paquets qu'il a déjà téléchargés. Et après, il va s'arrêter. Vous pouvez toujours switcher avec, entre les logs et puis, vous voyez, entre les logs détaillés et les logs simples. Donc ça, ce sont les logs simples qui vous dit à peu près ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est quand vous entrez dedans, vous pouvez voir les logs détaillés.
Donc là, il a fini. Donc, il est en train d'installer initramfs, qui est l'image un peu de votre installation, de votre démarrage d'installation, enfin, démarrage de votre serveur, pardon. Et une fois que c'est bon, on va redémarrer. Il va vraiment terminer d'installer les packages qu'il a réussi à télécharger dans les quelques secondes qui ont démarré donc la fin de l'installation. Ah. Est-ce qu'on a terminé? Pas encore. Quelques instants de patience et on va pouvoir terminer notre installation. Alors, il faut aussi comprendre que la machine virtuelle prend quand même pas mal de ressources. Là, je n'en ai pas affecté énormément, donc c'est pour ça que potentiellement ça peut prendre un peu de temps. Mais vous pouvez affecter un peu plus de mémoire, de CPU, pour que ça aille un peu plus vite. Faites aussi attention quand vous avez des ordinateurs portables. Il arrive que votre ordinateur portable, ou même votre PC tout court, n'active pas par défaut la virtualisation. Donc, quand vous avez un message qu'il faut activer la virtualisation, il faut que vous regardiez la documentation de votre ordinateur qui doit vous expliquer comment on fait pour activer la virtualisation. Donc, je vais essayer de mettre quelque part une documentation avec l'ensemble des choses que j'ai déjà vues jusque-là, des erreurs, par exemple, d'activation de virtualisation, mais sachez que chaque ordinateur a son système d'activation de virtualisation qui est un peu différente. Si vous avez un ordinateur Toshiba, si vous avez un ordinateur Dell, si vous avez un ordinateur, peu importe la marque, selon les marques, en fait, vous avez plusieurs types plusieurs façons, en tout cas, d'activer la virtualisation via le BIOS de votre ordinateur.
le BIOS, c'est vraiment le premier composant qui est démarré lorsque vous démarrez l'ordinateur. Alors au tout début, quand on avait des PC, notre tout premier PC à l'époque, on voyait vraiment le BIOS s'afficher, mais plus ça va et moins on voit le BIOS s'afficher. Et donc on est obligé de passer soit par l'interface de Windows pour lui dire et au final je veux accéder au BIOS, ou soit il faut connaître les combinaisons de touches CTRL, F2, F3, F10 au moment où vous démarrez l'ordinateur pour déclencher le BIOS et ensuite pouvoir, pouvoir ensuite accéder donc, aux interfaces d'administration de votre ordinateur. On va vraiment réussir à y aller, à terminer. Voilà, ça y est, il a fini. Donc là, il va juste essayer d'enlever le lecteur CD. Donc pour nous, c'est un ISO, donc il n'y a pas vraiment de lecteur CD à démonter. Vous faites entrer et ça va redémarrer. Donc voilà. Donc là, le système est en train de démarrer. Voilà, donc là, le système est démarré. Vous pouvez vous authentifier directement, donc en mettant votre login. Alors, vous voyez, il continue à popper un peu des messages, mais c'est pas grave. Lorsque vous commencez à taper, euh, il va, il va, il va continuer à prendre votre clavier. Donc, si vous n'êtes pas confiant, vous allez cliquer dessus. Hein. Voilà, on recommence. Voilà, donc là, on est dans notre machine virtuelle. La première chose qu'on peut faire, c'est de faire IP espace A, par exemple, pour connaître l'adresse IP de mon ordinateur. Et si jamais je voulais faire une mise à jour de mon système, alors c'est sudo apt upgrade, par exemple. Et là, il va vous dire quels sont les packages qu'il faut encore mettre à jour. Je vais faire la mise à jour. Donc, rappelez-vous bien sudo apt upgrade, donc en 3 mots. Donc là, il va installer les mises à jour. Alors, c'est quand même un peu plus user-friendly de le voir là, comme ça, défiler, parce que c'est beaucoup plus rapide. Une fois que le système a redémarré. Alors, rappelez-vous-en que, votre machine virtuelle, lorsque vous la démarrez ou que vous l'éteignez, vous pensez à faire des mises à jour régulières. Ne laissez pas un système sans mise à jour.
Bon, même si on est en local, donc il ne devrait pas se passer grand-chose non plus sur votre machine, mais il est important de prendre de bonnes habitudes et de mettre à jour régulièrement votre système d'exploitation. Donc, comme ça, lorsque vous serez amené à faire de l'administration système dans la vie réelle ou pour des clients ou pour là où vous travaillez, il faut prendre cette habitude de mettre régulièrement à jour le système. Donc voilà, donc une fois que le système a fini d'être mis à jour, généralement, vous devez redémarrer le serveur. Donc pour ça, vous pouvez taper reboot et il va redémarrer. Donc là, c'est la dernière étape avant la fin de la mise à jour. Voilà, donc là, si j'ai envie de faire un redémarrage de mon serveur, je tape reboot. Vous voyez, donc là, il a fini de redémarrer et il va se relancer tout seul. Voilà. La dernière chose que je voulais vous montrer dans le cadre de cette démo, c'est comment on fait pour éteindre la machine. Alors, n'éteignez pas votre machine de manière brutale en cliquant sur redémarrage, en cliquant sur extinction par ACPI. C'est comme votre ordinateur, vous ne l'éteignez pas de manière brutale. Utilisez les lignes de commande. Donc, shutdown -H, donc c'est pour lui dire qu'on va l'éteindre. Now, c'est pour dire qu'on le fait maintenant. C'est parti. Et puis voilà, donc vous voyez que le bouton démarrer est redevenu vert, ce qui veut dire qu'on peut utiliser maintenant, on peut redémarrer maintenant la machine virtuelle. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On va continuer à faire d'autres vidéos pour continuer à explorer comment fonctionne VirtualBox. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. À bientôt.